Alors, bonsoir, bonsoir à tous. Nous allons ce soir, au sein de l'Académie du bloc opératoire, vous présenter la chirurgie de l'épaule, qui est un sujet qui me passionne. C'est vraiment mon cœur de métier. Ça me passionne parce que l'épaule est une articulation complexe, aussi bien sur le plan anatomique que sur le plan biomécanique. C'est l'articulation la plus mobile de l'organisme. Elle est donc un petit peu plus instable et un peu plus fragile que les autres, et elle génère des pathologies qui sont assez fréquentes, à commencer par l'instabilité, qui peut être gléno-humérale ou acromioclaviculaire, mais on peut aussi avoir des tendinites, et plus particulièrement des tendinopathies calcifiantes, particulièrement douloureuses. Un peu plus tard dans la vie, on peut voir apparaître des pathologies d'usure avec le conflit sous-acromial et la rupture de la coiffe des rotateurs. Puis un peu plus tard encore, une arthrose de l'épaule qu'on appelle homarthrose. En termes d'instabilité, l'instabilité de l'épaule, elle est générée par son anatomie. On compare souvent l'anatomie de l'épaule à une balle de golf sur un tee, avec une toute petite glaine assez plate et une grosse tête humérale. Et cette articulation est stabilisée un petit peu par les reliefs osseux, mais vous voyez que la glaine est assez plate, donc les reliefs osseux ne sont pas suffisants pour stabiliser l'articulation. Il faut aussi une capsule articulaire, une enveloppe autour de l'articulation qui est renforcée par des ligaments, et puis une musculature, et en particulier les tendons et muscles de la coiffe des rotateurs, qui permettent d'assurer un centrage de cette tête humérale, de la maintenir à sa place. Et cette stabilité, elle est renforcée par ce qu'on appelle la proprioception, hein, une contraction réflexe des muscles en réponse à un déplacement, une déformation de cette articulation. Donc, pour traiter l'instabilité, du fait de la stabilisation par les muscles, on peut proposer de première intention une rééducation avec un renforcement musculaire, mais aussi un renforcement proprioceptif de cette épaule. La proprioception, on pourrait la comparer à l'évolution des ceintures de sécurité. C'est-à-dire qu'au départ, la ceinture de sécurité des années 60, elle n'avait pas d'élasticité, elle ne se contractait pas, elle ne faisait que retenir, mais quelquefois un peu tard, la personne dans la voiture. La proprioception, c'est un peu comme les ceintures modernes, avec une capacité à se retendre quand arrive une déformation ou un traumatisme. Donc, dans ce cas-là, face à un traumatisme, face à un mouvement qui va un peu trop loin, le système nerveux central envoie un message de contraction de la musculature pour stabiliser l'articulation. Bien sûr, il y a une part importante de la prévention de ces problèmes d'instabilité à développer, avec une bonne préparation musculaire avant d'effectuer des activités sportives. Et puis, quand on a déjà présenté une pathologie d'instabilité, de faire un travail d'entretien au long cours pour prévenir la récidive de l'instabilité. Quand l'instabilité persiste malgré le traitement médical et rééducatif, on peut en venir à un traitement chirurgical. Et classiquement, autrefois, on opposait les partisans du Bankart, qui consistait à simplement retendre la capsule articulaire, aux partisans de la butée, qui consistait à mettre l'apophyse coracoïde en avant de la glaine, en vissant l'apophyse coracoïde au bord antérieur de la glaine. À Mérignac, on a choisi un peu le meilleur des deux mondes en associant la butée et le Bankart. Je dois dire que personne n'y avait vraiment pensé jusque-là, mais ça n'ajoute pas beaucoup de complexité au geste chirurgical, et ça permet d'additionner les avantages de ces deux techniques chirurgicales, la sécurité de la butée avec le confort et la confiance apporté par le Bankart, qui en créant une retention de la capsule articulaire, supprime beaucoup le phénomène d'appréhension que peut ressentir le patient qui a déjà eu une épaule instable. En cas d'échec de ces interventions, on peut utiliser une intervention de rattrapage qui est une butée iliaque. Donc, on prend un greffon sur la crête iliaque et on va le visser au bord antérieur de la glaine. En cas d'instabilité acromioclaviculaire, l'instabilité acromioclaviculaire
est aussi une instabilité qu'on rencontre relativement fréquemment dans des traumatismes par choc direct, chute en vélo, chute au judo, c'est des chocs sur le moyon de l'épaule, au rugby aussi après un plaquage. Et quand cette disjonction est très sévère, on va la stabiliser avec une stabilisation entre la clavicule et l'apophyse coracoïde. Cette acromioclaviculaire, elle est un élément important, bien qu'elle soit toute petite, parce que c'est le seul lien entre l'épaule et le reste du squelette, un peu comme si le membre supérieur était suspendu comme un gros poisson au bout d'une canne à pêche à l'extrémité de la clavicule. Et ce qui, montre bien que l'épaule est un ensemble fonctionnel dans lequel les différentes articulations, les différents composants osseux et musculaires et tendineux ont leur importance. Ensuite, après les phénomènes d'instabilité, on peut avoir des tendinopathies, et notamment des tendinopathies calcifiantes, qui sont euh, des pathologies très invalidantes pour le patient, notamment le patient de la quarantaine, où ça apparaît le plus souvent, puisque l'âge moyen est de 45 ans, avec une prédominance assez largement féminine, et qui consiste en un dépôt d'hydroxyapatite de calcium au sein des tendons, ce qui peut donner des douleurs chroniques, mais aussi des crises aiguës hyperalgiques qui peuvent amener le patient à consulter aux urgences, tellement la douleur est forte. C'est à peu près équivalent à des crises de colique néphrétique, bien que ce soit une douleur d'un type un petit peu différent. Pour traiter ces tendinopathies calcifiantes, on peut soit proposer des ponctions lavage sous échographie, et dans ce cas-là, ça se fait sous anesthésie locale au service de radio, quand la calcification n'est pas trop importante. Quand la calcification est plus importante, on va préférer le traitement arthroscopique ou sous arthroscopie, on va repérer la voussure formée par la calcification au sein de la coiffe des rotateurs et on va ouvrir le tendon pour laisser s'échapper le calcaire dans l'espace sous-acromial. Et ça, vous verrez au bloc, ça donne une image qui est assez spectaculaire, assez belle, de tempête de neige à l'intérieur de la bourse sous-acromiale. Euh, mais ça reste quand même des interventions un peu plus rares que le conflit sous-acromial ou les ruptures de coiffe, puisque le conflit sous-acromial, c'est certainement l'une des premières causes de douleur de l'épaule. Ce concept de conflit qui autrefois était surtout basé sur l'apparition d'ostéophytes au niveau de l'acromion a un peu évolué parce qu'on s'est aperçu que finalement c'était aussi la longueur et le débord de l'acromion qui pouvaient être à l'origine du conflit. Donc on analyse maintenant le conflit de façon un peu plus précise, un peu plus fine. Toujours est-il que le traitement est surtout médical. On peut proposer une infiltration qui sert aussi de test diagnostique et thérapeutique. On peut proposer une rééducation avec un recentrage de l'épaule. Et puis, en cas d'échec, on en viendra au bloc opératoire à une acromioplastie sous-arthroscopique. Vous connaissez bien puisque on la réalise à peu près systématiquement associée à une réparation de la coiffe des rotateurs. Donc, ça consiste à raboter l'acromion, à le remettre vraiment complètement à plat. La rupture de coiffe, c'est une pathologie importante parce que la coiffe des rotateurs est très importante sur le plan biomécanique. Les tendons et muscles de la coiffe des rotateurs entourent complètement l'épaule dans tous les plans. Ils permettent la rotation externe, la rotation interne. Ils permettent aussi d'amorcer l'élévation et l'abduction. Donc, l'intégrité de la coiffe des rotateurs est indispensable à une bonne fonction de l'épaule. La coiffe des rotateurs s'oppose d'ailleurs à l'ascension provoquée par la contraction du deltoïde. Donc, il est nécessaire d'avoir un couple de force bien équilibré entre le deltoïde et la coiffe des rotateurs. C'est ainsi que quand on a des ruptures massives de la coiffe des rotateurs, on a une ascension de la tête humérale qui aboutit progressivement à une usure et une homarthrose qu'on appelle en ce cas-là une homarthrose excentrée. Face à une rupture de coiffe, les indications vont dépendre de la sévérité de la rupture, avec des ruptures partielles qui sont plutôt de traitement médical ou rééducatif. C'est des usures à la face superficielle ou à la face profonde de la coiffe des rotateurs.
Les ruptures transfixiantes, qui sont des perforations complètes de la coiffe, vont plutôt indiquer des traitements chirurgicaux qui dépendront tout de même de la taille de la rupture, de l'ancienneté de la lésion, du caractère traumatique ou simplement dégénératif de cette rupture de coiffe, et puis de l'échec des traitements médicaux initiés au début de la pathologie. Si on décide de réparer sous arthroscopie une coiffe des rotateurs, ce sera fait en fonction de l'état des tendons. Donc, il faudra s'adapter un petit peu au cas par cas. Quand la rupture est réparable, on peut faire dans de très bonnes conditions une réparation distale sur encre. On va passer les fils dans la coiffe, tirer sur le tendon et le plaquer sur l'extrémité supérieure de l'humérus en utilisant des encres de suture que vous connaissez bien. En cas de rupture massive, soit très difficile à réparer, soit irréparable, on fera des réparations bord à bord ou des réparations partielles. Excusez-moi. Donc, en cas d'arthrose, de l'épaule, secondairement, on peut aboutir à une arthrose de l'épaule qui consiste en une usure du cartilage articulaire. Et dans ce cas-là, on observe deux types d'arthroses, des arthroses centrées, dans lesquelles il n'y a pas d'ascension de la tête humérale, ou des arthroses excentrées avec une ascension de la tête humérale liée à une rupture ancienne de la coiffe des rotateurs. Pour traiter l'homarthrose, on a des traitements médicaux, des infiltrations, de la viscosupplémentation, qui consiste à injecter un gel lubrifiant dans l'articulation, d'acide hyaluronique ou des PRP dans certains cas. Mais on aboutit le plus souvent, tôt ou tard, au traitement chirurgical avec la mise en place de prothèses. Et pour les prothèses, on oppose des prothèses anatomiques qui consistent à reproduire l'anatomie le plus précisément possible, mais à condition d'avoir une coiffe intacte, parce qu'il faut que la tête humérale reste centrée face à la glène. Et puis, dans les cas où on a une ascension de la tête humérale ou une rupture de coiffe ou une fragilité de la coiffe des rotateurs, on va mettre en place des prothèses inversées dans lesquelles on inverse l'anatomie, ce qui permet d'éviter l'ascension de la tête humérale. Alors, à noter que cette prothèse inversée, c'est une invention française de Paul Gramont, qui était un chirurgien de Dijon dans les années 80, et qu'au début, cette prothèse inversée était tellement hors des clous, tellement anti-anatomique, qu'elle a été rejetée par beaucoup de chirurgiens, et notamment Paul Gramont raconte qu'en présentant ses résultats aux États-Unis, qu'il avait déjà des bons résultats, les pontes de la chirurgie de l'épaule aux États-Unis lui ont dit mais c'est un scandale, cette prothèse est totalement illogique, ne venez jamais nous représenter vos résultats de prothèse, nous ne mettrons jamais cette prothèse aux États-Unis. Eh bien, 20 ou 30 ans plus tard, cette prothèse représente la majorité des indications chirurgicales. Sans doute plus de 70% des prothèses posées dans le monde, et en particulier aux États-Unis, sont des prothèses inversées et sont l'invention de Paul Gramont. En matière de nouveautés dans la pose des prothèses, on a les outils de planification et de navigation qu'on utilise actuellement au bloc. La planification, ça consiste à travailler sur le scanner du patient qu'on va rentrer dans un logiciel qui nous permet de réaliser l'intervention de façon virtuelle, ce qui permet de parfaitement déterminer le type de prothèse qu'on va utiliser au bloc, sa position, la taille des implants, ce qui permet d'annoncer avant même d'avoir rentré le patient en salle exactement le type d'implant ou quasiment exactement le type d'implant qu'on va utiliser. Et puis, la navigation, c'est cet outil merveilleux qui permet de reproduire très précisément la planification qu'on aura faite avant l'intervention. Et vous voyez sur le petit graphique de gauche que cette précision de la navigation a été mesurée à moins de 2 degrés, ce qui montre bien, et on le voit bien aussi sur la petite vidéo, vous voyez qu'on atteint une très grande précision dans la mise en place de la prothèse, qui est important pour
la qualité de la pose et la stabilité dans le temps de ces prothèses. Donc, depuis 2016, depuis la première pose qui s'est faite à la clinique du sport de prothèses naviguées, on a déjà réalisé à la clinique du sport 350 chirurgies naviguées avec de très bons résultats cliniques et anatomiques et un temps additionnel qui est finalement très, très réduit. On met quasiment le même temps que pour une prothèse sans navigation. Et à l'heure actuelle, c'est une chirurgie qui s'est largement diffusée dans le monde puisque 16 000 prothèses naviguées d'épaule avec ce système GPS ont déjà été effectuées. Depuis 2020, on ajoute à ça l'intelligence artificielle à partir d'une base de données qu'on a constituée à partir de plus de 10 000 prothèses posées dans 35 centres. Donc, c'est une base de données multicentrique à travers le monde qui permet de faire travailler des algorithmes et de prévoir, de commencer à prévoir le résultat qu'on va obtenir pour un patient donné avec la mise en place de la prothèse. Donc, le logiciel de prédiction qui est né de ces algorithmes s'appelle Predict Plus et on commence à l'utiliser à la consultation, avant l'intervention, à la fois pour informer le patient, mais aussi quelquefois pour changer l'indication, choisir entre prothèse anatomique et prothèse inversée, quelquefois pour retarder ou même contre-indiquer l'intervention si on a l'impression que le bénéfice attendu de l'intervention n'est pas à la hauteur de ce qu'espère le patient. Donc, c'est un grand, grand progrès dans la relation avec le patient, dans l'affichage à l'avance du résultat pour que le patient puisse partager pleinement la décision avec le chirurgien qui lui propose l'intervention. En conclusion, vous voyez que la chirurgie de l'épaule est en progression constante, en particulier à la clinique du sport. Vous voyez qu'en 2004, on effectuait un peu moins de 700 interventions d'épaule, dont 28 prothèses seulement. Et avec ces chiffres-là, on était au deuxième rang national. À l'heure actuelle, on a plus que doublé le nombre d'interventions d'épaule et on arrive à plus de 150 prothèses. Donc, on a énormément augmenté dans le nombre de prothèses, mais malgré cela, on n'est qu'au 5e rang national. Donc, on n'est pas tout à fait encore au niveau du genou ligamentaire qui est premier quasiment en continu depuis les années 2000. À noter quand même que le genou prothétique n'est que 14e, donc on n'est pas complètement ridicule dans cette compétition au sein de la clinique du sport entre les chirurgiens de l'épaule et les chirurgiens du genou. Toujours est-il que ces résultats un peu emblématiques qu'on obtient dans les classements du poids en particulier, on les doit surtout à un travail d'équipe. Je pense que si le grand point fort de la clinique du sport, c'est cette parfaite organisation, cette spécialisation de chacun au sein de l'équipe chirurgicale. Ça commence au secrétariat de la consultation, ça se poursuit à l'arrivée à la clinique avec les infirmières des étages, les infirmiers et infirmières du bloc opératoire. Et ça se prolonge aussi à la consultation de contrôle. On fait beaucoup d'évaluation des résultats. Donc, c'est vraiment cette chaîne médico-chirurgicale qui nous permet d'obtenir ces bons résultats et en tout cas qui nous permet de nous épanouir dans ce qu'on fait au bloc opératoire. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous remercier du travail accompli et puis du travail au quotidien avec vous tous et toutes. Alors, en fin de présentation, j'ai préparé quelques QCM. Le premier, c'est le traitement chirurgical de l'instabilité de l'épaule est principalement arthroscopique, vrai ou faux? Alors, cette question, elle est destinée à appuyer sur un point important qui est le fait qu'à la clinique du sport, on a choisi de traiter l'instabilité de l'épaule plutôt à ciel ouvert, avec des butées bancardes qu'on fait à ciel ouvert. On a fait ce choix parce qu'on pense que le traitement arthroscopique de l'instabilité amène à plus de complications que le traitement à ciel ouvert. Donc, c'est pour l'instant en tout cas notre conviction, ce qui fait qu'on ne rejette pas l'autre solution, mais on pense que entre nos mains, c'est plus fiable de le faire à ciel ouvert. Le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs consiste toujours en une réparation distale des tendons de la coiffe à l'aide d'encre.
Alors, le toujours en médecine incite toujours à se méfier un petit peu. Effectivement, c'est dans l'immense majorité des cas un traitement qui consiste à tirer les tendons et à les fixer sur l'humérus à l'aide d'encre de suture. Euh, mais dans un certain nombre de cas, on va faire des réparations bord à bord qui ne nécessiteront pas l'utilisation d'encre de suture. La prothèse d'épaule anatomique nécessite d'avoir vérifié l'intégrité de la coiffe du rotateur avant la chirurgie. Ça, c'est une question importante, car en termes d'indication, il est très imprudent, voire complètement contre-indiqué, de mettre en place une prothèse d'épaule lorsque la coiffe des rotateurs est fragilisée ou rompue, parce que le résultat fonctionnel sera beaucoup moins bon dans ce cas-là, puisque on aura un fort risque d'ascension de la tête humérale. La prothèse d'épaule inversée est une invention française et représente la majorité des prothèses posées actuellement dans le monde. On l'a vu dans la présentation. 70% des prothèses sont actuellement des prothèses inversées et c'est une invention de Paul Gramont, un chirurgien de Dijon, une invention qui a diffusé très largement dans le monde entier. Une planification et une navigation extrêmement précise du geste chirurgical sont le préalable indispensable à la robotisation du futur. Alors, on pourrait avoir tendance à opposer planification et navigation et robotisation. En fait, tout ça est un continuum. On commence par planifier. Certains chirurgiens ne font que ça, et ils planifient et puis ils n'utilisent pas le système de navigation ensuite au bloc. Nous, on a fait le choix de planifier et de naviguer. Pour l'instant, il n'existe pas d'outil de robotisation de notre geste chirurgical pour la prothèse d'épaule, mais on sent bien que tôt ou tard, cette navigation va être le support de la robotisation, peut-être d'une partie du geste chirurgical, peut-être d'une partie plus importante de l'intervention. En tout cas, c'est une évolution très intéressante à suivre et qui va nous permettre encore de progresser dans la qualité de notre chirurgie. Merci, merci donc à tous et toutes, et puis à très bientôt pour la prochaine session de l'Académie des infirmiers et infirmières de bloc. À très bientôt.